Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics. Alors aujourd'hui c'est surtout que du manga. Pour ceux qui connaissent pas encore le principe de l'émission, je vais parler plus ou moins en détail de chacun des tomes qui sont en description de cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez pas être spoilé sur l'un des titres dont je vais parler aujourd'hui, en description il y a le titre de tous les tomes dont je vais parler aujourd'hui et à quel moment j'en parle. Donc voilà, si vous voulez savoir juste mon avis sur un tome, c'est en description. Voilà. On commence avec l'un de mes chouchous, un titre qui quand il sort en France c'est la première chose que je lis, Tokyo Revengers tome 6, le manga de Furio temporel. Dans le tome précédent, on avait vaincu le camp de Mobius et arrivé le clan Valhalla qui veut niquer le Tokyo Manjikai. On a aussi le début, la naissance du Tokyo Manjikai, comment ça s'est formé, avec une fin de flashback qui est très triste, avec le frère de Mickey, voilà comment il finit. Je ne m'attendais pas à ça, c'était bien violent. On a Takemichi qui va enquêter un petit peu sur ce nouveau groupe qu'ils vont affronter. Et donc, voyage dans le temps, il apprend des choses sur comment ça va se terminer. Un petit peu comme la mort de Draken, cette fois, il apprend qu'il y a deux membres du clan Valhalla qui sont très proches du Tokyo Manjikai, qui étaient les membres fondateurs du groupe, qui vont se faire tuer par Mickey. Donc, il faut empêcher ça. Et en parallèle de ça, il enquête aussi un petit peu sur la formation du clan Mobius. Et donc, le mec aux lunettes dont j'ai oublié le nom, c'est l'ennemi public numéro 1. C'est celui qu'il faut abattre, c'est vraiment le mec détestable, c'est lui qui va foutre la merde. Là maintenant on le sait, vu comment il a formé un petit peu le clan Mobius, on sent que lui c'est la merde qu'il va faire. Donc franchement, là le prochain tome ça va être que de la bagarre. Déjà la fin du tome c'est la bagarre entre le Valhalla et le Tokyo Manjikai. Ça va être trop bien, j'ai hâte de lire la suite, j'ai hâte que ça sorte en France. On passe ensuite à Natsuko no Sake tome 2. Alors ce tome là m'a pas mal surpris parce que alors peut-être que c'est dans le tome 1, mais ça m'avait pas autant marqué. Il y a beaucoup de messages écologiques dans ce tome-là, notamment avec l'utilisation de pesticides, qui est un poison pour l'homme. On nous montre pas mal de scènes où il y a le pesticide qui est utilisé et les insectes meurent, les oiseaux meurent, les enfants sont malades. Et on dit non, le pesticide c'est pas bon, il faut qu'on fasse du riz sans pesticides. Il faut vraiment que du naturel, du 100% bio. Donc il y a pas mal de messages bio, pro utilisation du bio, anti-pesticides. Pourtant le manga est pas si récent que ça, il date des années 90 si je dis pas de conneries. Donc c'est assez intéressant de cette vision d'utilisation du pesticide dans l'agriculture japonaise et comment c'est perçu, là où en France on commence, si je dis pas de conneries, un petit peu à se bouger le cul, on commence un petit peu à réagir par rapport à ça. J'ai l'impression que les japonais étaient déjà un petit peu en avance là-dessus. Peut-être que, alors, sauf si le manga est plus récent qu'il n'y paraît, je sais plus trop. En tout cas, franchement, un super tome, même si là, il n'y a pas trop... on n'avance pas trop dans le délire du sake, on est vraiment plus sur le côté agriculture. Et donc là, le frein de l'agriculture, c'est les engrais, c'est les pesticides. Donc, ils essayent d'avancer dans une culture du riz 100% bio. Et c'était super intéressant. J'ai hâte de lire la suite, de toute façon, c'est en 6 ou 8 tomes chez nous. Donc, c'est une série relativement courte. J'ai acheté la suite de Mister Hachiko, donc le tome 3, 4 et 5 aux éditions Black Box. Alors, à l'heure actuelle, j'ai lu que le tome 3, je parlerai du tome 4 et 5 dans des prochains mes lectures. Ça continue sur ce qu'étaient les deux premiers tomes avec des petits arcs où le héros on lui propose un défi, où il faudrait qu'on fasse ça, il essaie de réfléchir à un moyen d'améliorer la recette. C'est super sympa. J'aime surtout l'arc du bento de la gare avec toutes les solutions qu'il trouve qui sont super intelligentes. Franchement, le fait de faire un bento chaud avec la chaude, de faire une soupe, un thé, trouver une solution pour que le riz soit pas trop mollasson et que la viande soit bien cuite. Enfin, c'était super intéressant. C'est pour l'instant l'un des meilleurs arcs que j'ai lu dans Mister Hachiko. Et vers la fin du tome, on a un gros arc qui apparaît avec une sorte de défi où on ramène 4 chefs et on dit vous allez faire chacun une recette et il y aura 4 tours et en fait au fur et à mesure des tours on va éliminer chacun des concurrents. Donc il y a un spécialiste de la cuisine asiatique, un spécialiste de la cuisine française, notre petit héros Mister Hachiko et son rival avec la canine. Et dès le début, je pensais que le petit rival à la canine se ferait éliminer des premiers tours parce que c'est le plus jeune. Finalement il est encore là. Ça m'étonnerait pas que ça soit un duel final entre le héros et le français qu'il a jamais affronté. En tout cas, l'arc est intéressant. Il y a, si je dis pas de conneries, s'il y a de la pizza en plus, franchement, j'ai trouvé ça trop con. Il y a un arc sur la pizza, c'est génial. Voilà, la pizza, j'ai trouvé ça trop bien. Kingdom, tome 36, on est en plein dans une bataille contre Wei qui a ramené 3 de ses anciens généraux, donc les 3 dragons du feu de Wei. Alors on apprend dans ce tome-là les origines de la scission entre les 7 dragons qui a fait qu'il y en a 3 qui sont morts, 3 qui ont été en prison et un qui est resté un petit peu safe, on va dire, qui est une fin un petit peu dramatique, hein, et
tu as envie de t'attacher un petit peu entre guillemets, aux méchants de l'arc. On voit plus ou moins qui vont être les adversaires de qui. Il y en a un, c'est un gros costaud qui a enlevé Karyoten. Ça va être l'ennemi à abattre pour Shin. Il y en a un, c'est un spécialiste de la lance. Ça va être l'ennemi à abattre pour Uon. Et il reste un stratège qui sera sûrement l'ennemi à abattre pour Tuki. Enfin, comment il s'appelle l'ancien numéro 2 de Uki. Franchement, un arc super bien, enfin qui commence super bien. Je sens qu'il va pas être très très long parce qu'il y a que 3 adversaires à abattre et bon, ouais, c'est pas non plus un des plus grands états, on va dire, à affronter. Je pense qu'à l'heure actuelle, les 2 gros adversaires pour nos personnages dans l'histoire, ça reste comme Zao avec Riboku et l'état de Shu qui est quand même relativement grand et qui a des personnages relativement en classe. En tout cas, c'est un arc sympathique avec, comme j'ai dit, ces 3 dragons du feu qui pète un peu la classe quand même, surtout j'adore le gros barbu qui nique 36 filles dans une soirée, c'est n'importe quoi mais c'est trop bien. Franchement, Kingdom, toujours aussi bien. Demon Slayer tome 7, c'est le tome qui dépasse l'animé. Ceux qui n'ont vu que l'adaptation animée de Ufotable et qui veulent commencer le manga, c'est avec celui-ci qu'il faut commencer, enfin, commencer avec le tome 1, mais c'est à partir de ce tome-là qu'on va voir ce qui n'a pas été adapté en fait, qui sera prochainement adapté en film par Ufotable, parce que c'est un arc qui est relativement court, je crois que c'est 2 tomes, donc c'est adaptable en un seul film de 2 heures, s'il y a un bon rythme. Franchement, c'est un arc qui est super bien, j'avais des bons souvenirs de cet arc-là, et finalement il est mieux que dans mes souvenirs, avec notamment les méchants qui voyagent dans les rêves des personnages principaux et qui découvrent leur subconscient, et tu te rends compte que Inosuke et Zenitsu, ils sont totalement frappadingue, en fait c'est des gros tarés. J'adore notamment le rêve de Inosuke où il voit tous ses potes en mode animaux et lui c'est le chef de la famille, c'est le chef de la forêt, c'est n'importe quoi. Zenitsu qui est égal à lui-même, qui en mode romance dans ses rêves et dans son subconscient c'est un putain de psychopathe en fait, c'est n'importe quoi. Et on a le personnage du pilier des flammes qui apparaît, donc qui est introduit dans cet arc là, qui va être sur la couverture du prochain tome, qui pète la classe et qui a un arc pour lui. Et normalement, si je dis pas de conneries, tous les arcs de Demon Slayer à partir de celui-ci, on va avoir un arc avec un nouveau pilier. Donc vous présentez chacun des piliers. Ils sont les équivalents des capitaines dans Bleach. Bakemonogatari tome 6, c'est le tome qui marque la fin de l'arc avec le gorille, donc avec Kambaru, qui est un personnage que j'aime énormément, qui reste encore un petit peu présent dans le tome. Et on passe au l'arc suivant, qui est l'arc du serpent, qui pour l'instant je suis voilà, je sais pas trop quoi en dire parce que j'avoue que tu vois juste les personnages de Araragi et Kambaru qui vont dans un temple, qui croisent une fille qui disparaît, qui voient des morceaux de serpent accrochés partout. J'avoue que là pour l'instant je sais pas trop quoi en dire, à voir les prochains tomes, mais en tout cas si cet arc est aussi bien voire mieux que les précédents, voilà, ça peut être que bien. Enfin, en tout cas, Bakemonogatari, je suis de plus en plus conquis par la série. Franchement, il faut vraiment qu'un de ces quatre, je commence l'adaptation animée. Ouais, c'est un super tome. Alors, Kambaru, c'est vraiment le personnage que j'aime énormément dans ce tome-là, parce que déjà dans les tomes précédents, elle arrêtait pas, mais dans ce tome-là, où elle se colle au héros, elle se plotte les seins avec son coude, et elle dit « Ah vas-y, plotte-moi », je dis « C'est n'importe quoi !» Déjà dans le tome précédent, quand elle lui parlait de sodomie, en disant « Vas-y, fais-moi que ça comme un boys love », tu fais n'importe quoi, mais c'est trop drôle, enfin j'adore ce personnage-là, elle est tellement décalée par rapport au reste, qui sont un peu plus sérieux, où j'adore aussi, quand il y a Senjo Gahara qui arrive et dit « Tu m'as trahi, je vais te tuer 1000 fois, bon, t'en as pris plein la gueule, t'es sûrement mort 1000 fois, donc ça va. » Ça passe. Je trouve ça énorme. Voilà, franchement, Bakemonogatari, j'aime de plus en plus. Origine, tome 8, c'est le tome où Hirose, donc la fille qui est ici, qui est sur la couverture, découvre la réelle identité du personnage principal, Origine, que c'est un robot. Et franchement, j'étais assez intrigué par cette révélation et voir comment ça a évolué. Alors, il y a aussi un nouveau personnage qui apparaît, qui est la copie conforme physiquement parlant du père de Origine, donc qui est un petit peu troublé, mais j'avoue que c'est surtout la révélation par Hirose qui découvre les origines de Origine, voilà, c'est n'importe quoi, ce jeu de mots, voilà, avec le répar, mais ce qui m'a le plus choqué dans ce tome-là, c'est la fin, comment ça se finit, avec la lance qui transperce, la jeune fille qui meurt, je m'attendais pas à ça, voilà, j'avoue que j'ai tourné la page, j'ai fait... Sur le coup, je me suis arrêté pendant 1 seconde ou 2, j'ai vu la lance, j'ai vu la fille, je me suis dit, mais... Elle est morte. Là, elle vient de mourir. Mais non, c'est pas sympa, Boichi, qu'est-ce que tu... Pourquoi? Non. Voilà, franchement, j'ai été assez choqué. Alors, est-ce qu'il va la ramener à la vie dans le prochain tome? J'aimerais vraiment pas, parce que parce que là, avec cette mort, ça provoque vraiment quelque chose en Origine qui pète un câble et qui découvre les sentiments avec
la rage, voilà, donc il découvre les premiers sentiments, c'est la rage, ce qui me rappelle un petit peu iRobot avec le robot qui est en colère quand on lui dit trop la même chose et qui tape du poing sur la table, qui tape dans la table et qui fait un trou dans la table. Franchement, je pense que le prochain tome va être très violent, ça va être une putain de baston. Déjà que le nouveau méchant avec ses bras partout qui torture les gens, qui les dissèque, il a l'air complètement taré, mais le prochain tome ça va être une tuerie sans nom, c'est sûr et certain. One Punch Man tome 18. Alors avant de commencer à parler de ce qu'il y a dans le tome, il faut parler de la couverture. Franchement, Kurokawa, vous avez fait du super boulot. Dans l'édition japonaise, si on ouvre un petit peu le tome, on a le droit à une putain d'illustration sur la couverture plus ce qu'il y a sous la couverture. Et en fait, il va y avoir 3 tomes qui vont faire une méga illustration où on va avoir tous les héros de rang S qui vont être réunis sur une méga page. Et alors, c'est pas la première fois qu'ils font ça, enfin, que fait One Punch Man et Kurokawa fait ça. Sur le tome 3 ou 4, quand on a Sonic, Médiatus sur Sonic, c'est pareil, si on relève le truc, on a Sonic sur toute une page qui est super classe. Mais c'est pas fini, parce que derrière, c'est pareil, on va voir plein de gonzesses. Là, sur ce tome-là, on a, voilà, le Blizzard machin, là, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Fuyumi, Fubuki, j'ai oublié son nom. Et en fait, ça pareil, on va voir sur les 3 tomes, on va voir toutes les gonzesses qui vont être réunies. C'est n'importe quoi, c'est totalement débile, c'est totalement beauf, mais c'est trop classe. Voilà, j'aime beaucoup franchement, et je suis super content que Kurokawa soit allé jusqu'au bout et le mettre en couleur. C'est ça, c'est super, franchement, d'avoir tout en couleur, c'est franchement un super boulot. Merci Kurokawa. Maintenant que c'est dit, parlons de ce qu'il y a dans le tome. Bon bah là on arrive quasiment à l'apogée de l'arc de l'association des monstres, où là tous les héros de rang S vont se réunir pour affronter les monstres. On a Garo Carré qui va affronter du monstre, on découvre un petit peu les origines, ça va être la folie. Les prochains tomes, je pense que le tome 19, 20, 21 ça va être une tuerie sans nom, c'est pour ça qu'on a cette triple couverture qui va être incroyable. Et même pareil, je pense que sur le tome, sur la tranche en fait, on voit le bras de Saitama, et je pense que sur le tome 20 et 21 on va avoir toute une image de Saitama qui donne un gros coup de poing. Je pense que les 2 prochains tomes qui arrivent, ça va être une tuerie sans nom, ça va être incroyable, ça va être de la grosse baston. Vivement la suite. Voilà. Mad in Abyss, tome 8. J'avoue que c'est le tome qui m'a le plus surpris, parce que c'est le tome où on ne voit ni Rico ni Rigu pendant quasiment tout le tome en fait, parce que c'est un gros tome flashback, parce que alors, ceux qui se souviennent, dans le tome précédent, on arrivait dans le village des ombres, qui est un village dans l'abysse, et en fait là, ce tome-là, on nous raconte les origines de ce village et comment sont formés les 3 fondateurs de ce village, avec une naissance qui est Mad in Abyss, on va dire. Voilà, franchement, l'abysse, c'est génial. Mad in Abyss, voilà, c'est le smile, c'est la sourire, c'est les trucs dégueulasses, les enfants qui naissent et qui sont avortés dès le début, tous les jours, pendant des dizaines d'années. C'est trop bien. J'avoue que ce passage avec la fille qui pond des je sais pas quoi tous les jours, qui meurent et qui doivent renaître et qui... Oh non, c'était pas beau. Franchement, c'est pas beau à voir. Je sais pas ce qu'a pris l'auteur pour faire ça, mais... C'était horrible. Voilà, on découvre en plus les origines de la fille lapin qui en kiffe sur l'égout. Enfin, voilà. Franchement, un super tome, j'avoue que tout le passage avec la fille qui pond des œufs... Fallait s'accrocher, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, fallait s'accrocher. J'avoue que c'est... Il faut être habitué avec Manemis, mais même là, des fois, il arrive à quand même à lever le niveau et faire en sorte que tu sois encore un peu écœuré. C'est fort, très fort. Beastars tome 9, c'est le tome qui marque la révélation de qui est le tueur, qui est le criminel du tome 1. Ça y est, on le découvre, et en plus, c'est fait de manière assez anodine finalement. Le côté enquête que je trouvais qui manquait en fait dans les premiers tomes de Beastars, bah, je le comprends maintenant, parce que finalement l'auteur ne voulait pas faire un manga d'enquête, c'était un manga Slice of Life avec cette histoire d'enquête à côté, mais surtout l'élection du Beastars qui était le truc prédominant. Et finalement l'enquête, on s'en foutait un petit peu, parce que finalement les gauchistes s'y intéressent qu'au bout de quelques tomes, et ils découvrent très rapidement qui est le criminel. J'ai fait un petit peu peur, et on le laisse tranquille en fait. Finalement on dit pas ah c'est lui le criminel, arrêtez-le, on le laisse de côté, on le garde un peu à l'œil, mais ça va devenir une menace je pense dans les prochains tomes. J'avoue que le face-à-face entre les gauchistes et le criminel, waouh, le book, trop classe. Et j'ai aussi été hyper choqué par le début du tome où t'as un carnivore qui joue avec un herbivore et sans contrôler sa force, il lui arrache le bras. J'ai fait waouh, j'ai vu ce que j'ai vu là. Et il le recolle, ils vont voir l'infirmière, mais... Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on découvre qui est le tueur. J'avoue qu'il est impressionnant quand même. Hein. L'ours, il fait peur. Hein. C'est un gros scale, mais en même temps, un ours, quoi. C'est vrai que c'est un animal qui fait peur. Donc, ouais, c'est super tome et
j'ai beaucoup aimé, franchement Beastars, c'est de mieux en mieux. Et on finit avec City Hunter Rebirth tome 5. C'est toujours aussi bien City Hunter Rebirth. Alors je l'avais dit dans ma précédente vidéo, mes lectures sur le tome 4, j'ai l'impression que l'auteur essaye de partir dans un autre embranchement parce que l'espèce de Gigi, le petit blond là, qui est lui aussi a été affecté par la Angel Dust comme Ryo Seiba dans son enfance, il m'a pas marqué plus que ça dans la série d'origine. Donc est-ce qu'il est vraiment apparu ou est-ce que c'est une invention? Je sais plus trop, mais j'avoue qu'il m'a pas marqué plus que ça. Donc peut-être qu'il existe, mais alors je l'ai oublié, dites-le moi en commentaire. Et là par contre on est sur un nouvel arc avec la sœur, la vraie sœur de Kaori qui apparaît. Et là je m'en souviens, mais peut-être que je m'invente, je sais plus trop. Mais ça me dit quelque chose, la sœur de Saori, ça me dit quelque chose, de Kaori plutôt. Voilà, donc à voir. En tout cas là je kiffe toujours autant City Hunter. Surtout que si, comme je l'ai dit, le personnage du petit blond est une invention, j'ai hâte de voir comment ce personnage-là, qui est un nouveau personnage, plus Saori, plus cette histoire avec la sœur de Kaori vont s'imbriquer. Ça va être n'importe quoi, ça va être trop bien. Je sens que ça va être un truc de dingue. Et en plus, non, je pense que le petit blond est une invention parce qu'il parle déjà du père de Ryo Saiba qui est évoqué très très tardivement dans la série et je me souviens pas que ça soit évoqué comme ça avec ce petit blond. Donc à voir la suite. En tout cas, City Hunter Rebirth toujours aussi bien. J'ai aussi commencé à lire Family Compo, qui est une autre série de l'auteur, donc Tsukasa Ojo, qui est totalement différent. J'ai lu les premiers tomes, c'est trop bien. Dès que j'ai fini les 12 tomes, j'en parlerai dans mes lectures, mais je pense que c'est en train de devenir un de mes titres préférés de Tsukasa Ojo. Ça va passer devant Cat Size et City Hunter, c'est sûr et certain. Ça devient de mieux en mieux, j'en suis au tome 2 ou 3, c'est trop bien. Voilà, j'ai que ça à dire, c'est trop bien. Voilà, cette vidéo, mes lectures touche à sa fin, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez la vidéo. Et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus et continuez toujours à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!